tu me dis que c'est perçu comme... C'est souvent perçu comme une faiblesse, dans un premier temps, de faire appel à la préparation mentale. Souvent dans les sports de combat, généralement, les gens vont venir après quelque chose, après une défaite ou quelque chose d'un peu plus dépressif et penser qu'ils vont avoir un recours à quelque chose pour pouvoir les aider. On peut y faire appel aussi après des victoires, quand tout va bien, pour justement maintenir ça, pour continuer à évoluer, pour continuer à progresser. Donc c'est un axe de progression au même titre. En fait, il ne devrait surtout pas être en dessous d'une préparation physique ou en dessous d'une préparation technique. Tout devrait être au même niveau, quoi, pour performer. Surpasser, d'aller vers quelque chose que tu penses inaccessible et en fait, c'est à la portée. C'est à ta portée, il faut juste aller le chercher. De la même manière que tu vas mettre une intensité pour aller progresser, là si on parle de sport de combat, de MMA, dans tes crochets, dans ta défense de takedown, dans certaines soumissions, tu dois mettre la même intensité mentalement au service déjà des techniques, mais au service aussi de ta résilience. En fait, ça peut se découvrir le jour J. Tu vois, tu peux te sublimer le jour J. Mais si tu veux le maîtriser, c'est quelque chose que tu dois travailler. Sinon, en gros, tu laisses un petit peu place à l'aléatoire. Tu t'es bien levé le matin, tu es dans un bon jour, tu as une bonne nouvelle, la veille ou quoi que ce soit. Tu es dans un très bon état d'esprit. Et puis, admettons que ça matche aussi avec un adversaire qui, ce jour-là, était peut-être un petit peu moins à son meilleur niveau. Et tout roule. Mais est-ce que tu vas être capable de le reproduire la prochaine fois? Et encore la prochaine fois. C'est ça qu'on demande, en fait. Et tu dois le travailler. Tu ne dois pas... être en proie à de l'aléatoire, à quelque chose que tu ne vas pas maîtriser. Alors des fois quand tu es bien, tu roules surtout. Quand tu es moins bien, tu comprends pas, tes techniques ne rentrent pas. Le cardio que tu as travaillé comme un malade pour faire, tu as peut-être le cardio d'un triathlète et au bout de 2 minutes, tu es essoufflé. Pourquoi? Et la confiance en soi a un rapport primordial dans tout ça. Mais c'est pareil, ça se construit. Tu la construis pas en fait. Une victoire va t'amener de la confiance. Mais sur 2 entraînements derrière qui ne se passent pas très bien, tu peux la perdre très rapidement. C'est quelque chose que tu dois bâtir au quotidien pour avoir ce qu'on appelle, ou ce que je vais appeler une confiance habitée, quelque chose de vraiment sincère envers toi-même. Alors il y a des gens qui vont monter leur confiance et tu vas passer en surconfiance. La surconfiance peut à un moment te faire t'amener à l'échec. Parce que tu te crois trop beau, tu te crois meilleur et tu n'as peut-être pas travaillé ce qu'il fallait ou tu prends ton adversaire de haut. Là, sous confiance, tu vas peut-être pas sous-performer, un peu gêné par le stress, un peu paralysé, tu vas pas être à ton niveau. C'est très difficile finalement de se juger à sa juste valeur. Et pourtant, et on croit tous qu'on se connaît par cœur, etc. Mais finalement, tu t'aperçois des fois que, ah tiens, là-dessus, j'aurais dû monter un peu le curseur de ma confiance, je me suis vu un peu trop bas. Il ne faut pas se voir trop. C'est très compliqué, c'est des mots simples, mais je t'assure que c'est quelque chose de primordial pour le jour J. Répondre à la performance que tu souhaites. Ouais, la confiance habitée, c'est quelque chose que comme je te disais, qui se travaille au quotidien, mais dans les moindres petits détails de la vie. C'est-à-dire déjà pas te mentir. Tu vois, bon, là, on est dans un univers MMA. Donc souvent, on va des fois un peu se mentir parce qu'il y a tout le monde, il y a les copains, il y a les copines, il y a tout ça. On veut pas montrer de faiblesse. Donc des fois, on va pousser un petit peu le curseur alors qu'on est... Je sais pas, si tu donnes sur une échelle, par exemple, de 10, tu vois, si on prend une échelle simple, et tu dis ma confiance ne doit jamais descendre en dessous de la moyenne à 5. Comment tu vas travailler pour être sûr d'être en adéquation avec toi, que tu ne vas pas passer au-dessus parce que tu vas vouloir à un moment dire ah l'autre il ne peut pas me voir comme ça, mais aujourd'hui je me sens moins bien, etc. Il ne faut pas que je force trop, il faut que je sois à mon juste niveau. Mais comme on me regarde ou comme en ce moment je suis peut-être sur une mauvaise passe, je veux montrer mieux, donc je vais tirer un peu plus, mais je ne tire pas dans le bon sens. Et souvent ça perturbe un petit peu les coachs de ne pas savoir vraiment à quel niveau est l'athlète. Donc ils vont dire, des fois on va le motiver, on va dire pas mal, on va dire alors que c'est très bien, tu vois, pour le pousser encore un peu plus. Moi je suis toujours pour essayer de viser exactement sur le niveau du gars. Alors il y en a qui ont besoin d'être boostés un peu plus, mais je trouve que ça peut te mettre en porte-à-faux le jour J. Ce qui compte, c'est le jour J. Tu peux être en effet bourré de confiance, être le meilleur au sparring et t'écrouler complètement le jour J. Et tu peux être à chier pendant les sparring, ne rien rentrer, etc. Mais travailler dans le sens de ton combat, bâtir justement cette confiance et bâtir ton niveau pour le combat et le ressortir le jour J. Parce que tu auras travaillé des axes qui te mettent en porte-à-faux. Des fois, les sparring, tu vas avoir des gens qui vont dire « Ah, j'ai gagné mon sparring ». Mais qu'est-ce que tu as mis dans ton sparring qui va être vraiment utile pour le jour de ton combat?
Ou est-ce que tu as utilisé une ou deux béquilles pour être sûr de passer sur ton sparring, gagner ton round, comme on dit, et de te sentir beaucoup plus à l'aise. C'est compliqué, en fait, la frontière, elle est très fine. Et pour ça, c'est un travail quotidien avec des exercices pratiques, comme la méditation, la respiration, la visualisation, beaucoup de choses comme ça, qui ne sont pas travaillées au quotidien par beaucoup, mais qui apportent vraiment un résultat. Au même titre que personne ne va se dire tiens, je vais rentrer dans une cage, je ne vais pas faire de préparation physique. C'est un non-sens pour tout le monde. Pourquoi tu ne travaillerais pas ça, qui va contrôler justement ton physique le jour J? Ouais, le regard des autres, en effet, est quelque chose où j'essaye d'être peut-être un filtre, en effet, pour eux, à des moments de... dans la société en général, tu n'as même pas besoin d'être dans le sport, que le regard compte avec les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que j'ai posté, quels commentaires on va mettre. Même pour une personne qui va avoir 3 commentaires sur sa pauvre photo, et il suffit qu'il y en ait 2 dithyrambiques, qu'il y ait un très mauvais, tu vas « Oh, qu'est-ce qu'il m'a dit ?» etc. À ce niveau-là, c'est décuplé en MMA, parce qu'on est sur un sport de combat extrême. Et ça excite beaucoup les gens, etc. Donc tu as l'univers à l'intérieur de la salle et tu as l'univers à l'extérieur de la salle. La plupart, ils ont leurs réseaux sociaux. C'est un sport où il est difficile de se faire un nom parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Donc tu fais un peu plus de contenu, donc tu es sujet quand même à être exposé et à avoir le regard des autres. Et c'est très difficile de s'en détacher. Mais tu es obligé de t'en détacher pour pouvoir être sur ta vraie performance, ton véritable entraînement. Tu dois prendre que ce qu'on t'amène de positif. Dans une critique peut être positive, mais si c'est juste pour te descendre, ça ne sert à rien. Et c'est très difficile de différencier les deux. Donc moi, par exemple, je demandais de faire attention aux réseaux sociaux, de faire attention, et quand il y a quelque chose qui blesse, viens, on en parle tout de suite. On l'évacue. Le regard qui doit compter pour le sportif, pour moi, c'est le sien d'abord. Oui, mais il va d'abord regarder ailleurs. Il va regarder ailleurs. Oui, mais en fait, c'est ce que... on en revient, tu sais, c'est en fait une boucle. Hein. On en revient sur la confiance habitée. Si tu as la confiance habitée, je ne suis pas sujet au regard extérieur. Le regard extérieur ne me perturbe pas. Je sais où je vais. Mais encore une fois, il faut que ça soit habité. Il ne faut pas que ça soit de la surconfiance. Je m'en moque des critiques, je m'en moque de ce que tu me dis, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis bon, je sais. Non, pas non plus, tu vois. Mais par exemple, si quelqu'un va te dire quelque chose et tu sens que ce n'est pas vraiment adéquat et que tu es en confiance habitée, tu sais où tu fous les pieds, ça ne doit pas te toucher, tu dois avancer. Mais c'est très difficile, c'est très compliqué, c'est un sport d'ego. C'est un gros sport d'ego. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. L'argent, on ne peut pas dire que c'est pas comme dans le football, où un mec médiocre peut tout de suite bien gagner sa vie et s'enlever les problèmes du quotidien. Là, ce n'est pas le cas du tout. Tu sais que pour bien gagner ta vie, il va falloir te faire une grosse place, il va falloir éventuellement être très communicatif sur les réseaux sociaux. Mais si tu es très communicatif et que tu as une défaite qui arrive, même dans un bon combat, on va te tomber dessus, on va te démonter. Et c'est très dur à vivre et tu vas peut-être prendre 4 mois pour pouvoir revenir dans une cage. C'est impitoyable à ce niveau-là. Moi, dans les sports individuels, c'est peut-être un des plus compliqués à gérer pour les athlètes. Parce que c'est impitoyable. Et il y a le côté bagarre extrême, où n'importe qui... le clampin du coin qui a regardé 3 combats dans sa vie, il pense qu'il peut faire la même chose, il va traiter lui... il ne sait pas les efforts qu'il va faire en entraînement. Il ne sait pas que le gars, à la fin, il a 3 francs 6 sous pour vivre, mais il va s'entraîner quand même tous les jours parce que s'il bosse trop à côté, il n'a pas le temps de s'entraîner. C'est un gros sport de sacrifice. Mais en même temps, je leur dis toujours, c'est une vie exceptionnelle. Parce que tu ne peux pas te targuer tout le monde de discuter avec des amis ou des gens que tu croises, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis combattant MMA. Moi, je leur fais prendre conscience quand même qu'ils ont choisi un axe qui est compliqué, mais un axe exceptionnel quand même, dans un sport qui est vraiment émergent en France. Donc, essayons de balayer les mauvais côtés, il y en a beaucoup, surtout en France, parce que le sport est nouveau. On prend le meilleur, on travaille dessus, et il faut travailler sur soi. La préparation qu'ils font n'est pas juste pour le sport, et pour leur vie en général, leur vie d'homme, leur vie de femme. C'est là-dessus qu'il faut essayer de les emmener. Au quotidien, ça doit leur apporter quelque chose. Ouais, moi. Ça revient là, on est sur... Ça a été vers la vie du quotidien, c'est tout simplement si tu es meilleur à la vie, tu seras forcément meilleur dans la cage. Pour moi, ça va de soi. Je le disais un peu plus tôt, tu as appris une super nouvelle.
tu peux être sûr que, ouais, je sais pas, t'as hérité d'une super somme, ou t'as passé une nuit d'enfer avec ta chérie ou quoi que ce soit, tu te lèves le lendemain, t'es bien. Donc il y a plein de choses qui t'ont dopé, dans le bon sens du terme, et tu te sens bien. Comment recréer cet état régulièrement? Venir à la salle, c'est pas juste, tu vas pas à chaque fois switcher, trouver le détonateur. Ouais, c'est bon, je suis à la salle, donc je vais bien. Si ta vie à côté, c'est complètement de la merde et c'est compliqué, il y a des moments où t'entraîner, ça va être difficile, tu vas risquer de te blesser, tu vas pousser un petit peu, mais tu vas avoir les problèmes du quotidien dans ta tête, donc tu vas pas être complètement à ce que tu fais. La transversalité en soi est importante. Mais de la même manière, si ça se passe bien en MMA, ça va t'aider à ce que ça se passe bien dans ta vie. Si ça se passe bien dans ta vie, ça va t'aider à ce que ça se passe bien en MMA. Et tu sais, il y a même des trucs, des fois je leur dis, partez en vacances, etc. T'es un peu stressé ou quoi. Tu te lèves le matin, tu fais une petite méditation, ne serait-ce que 5 minutes, pour planifier un petit peu ta journée dans la tête et les belles choses que tu vas voir. Tu démarreras mieux ta journée que quelqu'un qui démarre, qui se réveille vite fait, prend un café, putain on est en retard pour le bus. Ça, tu démarreras mieux. Ou profiter des souvenirs, marquer des souvenirs. On parle de la vie du quotidien, quelque chose qui te fait plaisir, ne passe pas dessus. Essaye de vivre le souvenir, de le marquer au fond de toi, on pourra peut-être s'en resservir à un moment donné plus tard. Ah ouais, c'est une belle rencontre. C'est un peu particulier parce qu'on s'était croisés quelques fois à l'US Métro, forcément, avec les autres athlètes avec qui je travaille. Je l'avais même croisé, je crois, une fois dans une autre salle. Mais on n'avait jamais vraiment discuté, à part les formules de politesse classiques. Et la dernière fois, en fait, c'est assez marrant parce qu'elle m'entendait parler avec Johnny Frachet. Et puis, il devait y avoir des choses qui lui parlaient. Et elle s'est débrouillée pour avoir mon numéro, elle m'envoie un message, elle me dit voilà, qu'elle aimerait bien qu'on discute ensemble à l'approche de son combat qui arrivait pour le coup à 15 jours, avec justement de son côté pas mal de craintes, pas mal de moments un petit peu difficiles à surmonter parce qu'elle était sur 3 défaites, dont 3 défaites, round 1, donc très très compliqué mentalement, une nouvelle organisation. Et puis à côté de ça, une fille émotive, alors c'est pas toujours dans le mauvais sens qu'on dit ça, mais voilà, qui peut être en proie au doute, qui peut être en proie au questionnement, qui va avoir des éclairs de bonheur et puis un roller coaster, donc des éclairs de détresse derrière. Et donc là c'est très simple, hein, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter de combattre avec émotion. L'émotion pour moi c'est ce qu'il faut éviter dans un combat. Que ça soit trop haut ou trop bas, ça peut te paralyser, ou ça peut te faire prendre justement la surconfiance. Et l'idée c'est d'essayer de faire table rase de l'enjeu. C'est pas évident, quoi qu'il arrive l'enjeu il est là. Mais comment on fait pour le diminuer un petit peu? Ça sert à rien de rentrer dans une cage en se disant j'ai une énorme bosse sur la tête, je peux pas perdre. Tu rentres avec ça, déjà ça paralyse énormément. Donc l'idée dans un travail commun aussi, parce qu'elle a travaillé avec Johnny Frachet, avec Samir Faidine, et avec Pico, qui était là aussi pour la coacher le jour J, c'était de la mettre dans une zone où elle soit juste en proie au bonheur. Allons combattre avec joie. Alors ça fait un peu prout-prout quand on dit ça. Hein. Il y a des vraies discussions derrière. Mais ça sert à quoi d'y aller avec 3 bosses de 3 défaites sur la tête, nouvelle organisation? Et tu te dis, ouais, si je perds, c'est foutu. Si je fais quoi? Je raccroche les gants. Je fais quoi avec 4 défaites de suite? Tout le monde va me regarder en disant, bon, elle, faut pas se dire, elle perd tout le temps, elle sert à rien, etc. Les gens peuvent être comme ça. Hein. Donc l'idée, c'était de lui redonner cette confiance. L'idée, c'était d'accepter dans un premier temps, sur la première semaine, son émotivité, de la laisser pleurer si elle avait besoin de pleurer, mais de rapidement passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on ne reste pas dessus. Donc là, on est sur un temps court de 15 minutes, de 15 jours. Sur un temps plus long, par exemple, quand quelqu'un a une peine ou quelque chose qui ne va pas, je dis on s'accorde 48 heures maximum et après on passe à autre chose. Là c'est plutôt en heures qu'on raccourcit. Mais c'est bien de temps en temps d'évacuer. Par contre, quand on rentre dans les dernières semaines, on oublie ça. On passe à autre chose. On est juste dans le process qui nous amène au combat et à la victoire. Ou au moins à la performance. Quand je vois Awa, en effet, je me dis tout de suite il faut aller à l'essentiel parce que si tu la gaves de termes techniques, d'exercices compliqués, etc. à 15 jours d'un combat où elle doit déjà penser à son game plan, elle doit déjà penser au fait qu'elle ne peut pas perdre, etc. C'est trop de pression, c'est too much. Donc on va à l'essentiel en ayant
en essayant de récupérer en elle justement le côté qu'elle peut avoir de bonheur et de joie de faire ce sport-là, de mettre vraiment ça au centre de l'équation. Et derrière, de mettre quelques petits exercices techniques de visualisation par rapport au combat, à des phases de combat dans lesquelles la stratégie doit être employée, dans des phases où elle va peut-être se sentir un petit peu en difficulté dans un combat. On sait qu'elle faisait face à une strikeuse, donc si tu es touché une ou deux fois, d'ailleurs ça lui est arrivé d'en prendre une ou deux, de ne pas complètement vriller, et de perdre son game plan et d'avoir des doutes, parce que « Ah mince, je suis touché », ça fait partie du jeu. Des choses extrêmement simples, de la méditation le matin pour être en contrôle de soi, mais c'est quelque chose qu'elle avait déjà travaillé. Un bon travail sur la respiration pour la canaliser. Elle connaissait ces exos-là, on les a remis au goût du jour. Voilà, mais vraiment et puis une attention simple, dans le sens, voilà, mon téléphone il est ouvert H24, n'attends pas. Des fois on s'appelle, on s'est appelé, on n'a pas parlé de trucs stratégiques en particulier, de comment elle se sentait. Après, bien entendu, je ne vais pas tout dévoiler dedans, mais parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du privé, mais la mettre dans la confiance, la mettre dans le process, ok, j'ai envie d'aller performer. Victoire ou défaite, je sors de ce combat-là, je suis fier de moi. Pas comme les dernières fois où je me sens ridicule, je me sens honteuse, je rentre à la salle la tête baissée. Là, la prochaine fois qu'elle va rentrer à la salle, elle aura un sourire jusqu'aux oreilles. Elle sera heureuse, le travail est accompli, elle a rendu aussi grâce à ses entraîneurs qui lui ont donné du temps. C'est toujours ça, moi je leur dis aux athlètes, et c'est ce que j'ai dit à Awa, je dis, ils te donnent du temps, ils t'expliquent des choses qui doivent fonctionner pendant le combat, rends-leur ce jour-là. Donc pas de regret, on ne laisse pas la place à le seul aléatoire que tu ne peux pas contrôler, c'est l'adversaire. Tu peux la préparer, bien entendu, mais elle a peut-être des surprises pour toi, il faut que tu sois prête à tout ça. Donc, lâcher prise. Viens en combat, lâche prise, fais-toi plaisir. C'est que 15 minutes. 15 minutes, après c'est terminé. La soupe au regret, au bout de 20 minutes, c'est trop tard. J'anticipe pas du tout son explosion de joie à ce point-là. Et quand je la vois bondir, frapper le sol au point de limite traverser la cage. Et en fait, c'est tout ce qu'elle m'a raconté pendant ces 15 jours, de sa vie perso, de tous ces trucs-là. Bah, je suis avec du monde, donc je ne verse pas physiquement ma larme, mais au fond de moi, je suis vraiment heureux pour elle parce que je sais le parcours que c'est. C'est une relation courte, mais je sais tout le parcours. Elle s'est confiée sur elle s'est confiée rapidement sur des choses. Elle a pleuré. Limite, j'avais envie de pleurer avec elle. J'avais en plus des choses dans ma vie qui étaient quelquefois un petit peu similaires au niveau des douleurs. Donc j'ai pu vraiment la comprendre sur certains points. Et c'est juste, t'es là en mode tellement heureux pour elle. Vraiment, vraiment. Moi, de toute façon, tous les athlètes avec qui je travaille, même si c'est 15 jours ou 5 ans comme Taylor, je les aime. Le temps du travail, j'ai beaucoup d'affection pour eux. Donc là, forcément, bah, tout le stress, le petit stress quand tu es devant ta télé s'évacue. Il y a la victoire, il y a le bonheur. Moi, je ne pense pas à moi du tout. J'ai juste une pensée pour elle. Tellement heureux. Vraiment, mais très sincèrement. Et je la vois bondir. Et après, il y a le micro. Je me dis juste qu'est-ce qu'elle va nous raconter, qu'est-ce qu'elle va dire, est-ce qu'elle va fondre en larmes. Moi, je m'attendais à ce qu'elle fonde en larmes au micro. Et finalement, je pense qu'elle a tellement lâché avant que ça allait. Mais je m'attendais à ce qu'elle s'écroule complètement parce que ça a été beaucoup de pression. Là, elle va pouvoir savourer un petit peu. Enfin, elle va pouvoir savourer. Et c'est ça ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, va chercher la performance, va chercher la victoire. Comme ça, derrière, tu vas savourer. Tu sais ce que c'est quand tu perds, d'attendre 3, 4 mois, 5 mois, éventuellement, s'il y a un pépin physique ou quoi que ce soit. Mais pendant tout ce temps-là, tu es toujours sur une défaite. Tu es toujours sur du rouge. Donc, les gens te voient comme une perdante. C'est dur. Donc là, vraiment, que du bonheur. On s'est eu après au téléphone, en visio. Je l'ai eu un petit peu le lendemain. Et elle me dit, bah, tu peux pas te rendre compte à quel point je me sens bien, quoi. Et là, t'es payé en... Ouais, là déjà, ton premier chèque, c'est celui-là, quoi. Ton premier chèque, c'est le sourire, c'est la victoire et la victoire et la performance. Il y a le tout. Moi, vraiment, on n'a pas trop parlé de victoire avant, on a parlé de performance. On savait pas trop. Elle-même ne savait pas où elle en était. Donc, ça servait à rien de se dire... tu vas exactement pouvoir faire ça. Elle ne savait pas où, elle n'a jamais vraiment déployé son MMA, son jeu. Donc là, pendant 2 rounds, elle a pu le faire. Elle a pu bien s'adapter à l'adversaire. Il y a eu un bon travail tactique préparé par les coachs en amont. Et elle a respecté. Et puis, on le voit même à un moment, son entrée, le regard. À un moment, elle prend une pêche et tout. Elle ne bouge pas, elle reste focus, elle continue à marcher sur l'adversaire. Elle était dedans, elle était dans la zone, comme on dit.